Salut téléspectateurs confinés! On a une bonne nouvelle. Oui, notre roman, tu sais, celui avec lequel on casse les oreilles de tout notre entourage depuis plusieurs années, est enfin prêt. Il existe. Donc, tu peux acheter le roman par le biais du lien qui est en dessous de la vidéo, juste avant que nous, ben, on pop le champagne parce que notre projet est enfin terminé. En attendant de le recevoir, ben nous, on a décidé de te le lire, téléspectateurs confinés, parce que tu es confiné. Donc, On, on va te faire la lecture. on fait ça gratuitement, là, comme ça, là, en exclusivité. On veut faire quelques capsules vidéo avec des petits motons de scène regroupés ensemble. Oui, ça va être une lecture commentée. Fait que ça veut dire qu'on va parler. On va essayer de ne pas faire des trop longues parenthèses. On va te faire un genre de lecture audio, mais vidéo. Et commenter. Puis commenter. Par contre, on a un avertissement à te faire. Vas-y, fais l'avertissement. Avertissement. Ce roman pourrait contenir un langage vulgaire, bon, et paradoxalement là, de très belles figures de style aussi, et des scènes de nudité. Oui. Donc, maintenant, tu es un futur lecteur averti et un futur lecteur averti en vaut deux. Et donc, tu ne pourras pas dire qu'on ne te l'avait pas dit. Si tu n'aimes pas le cru, va-t'en. Maintenant que tu es averti, téléspectateur confiné, futur lecteur, ben, bienvenue dans l'univers de mardi. Bienvenue. Alors, ben, maintenant, on est rendu à faire la lecture du début de mardi. Mais juste avant, il faut que j'explique une des difficultés du roman. Hein, on est des profs de français, donc on s'est amusé avec les différents types de narrateurs, ce qui fait en sorte que dans mardi, il y a 6 narrateurs différents. D'abord, il y a nos 4 filles, nos 4 personnages principaux qui racontent d'un point de vue participant. Donc, on voit leurs aventures à travers leurs yeux à elles. Il s'agit de Gian et de sa sœur Jessie, Éléonore et Emma. On a aussi deux autres narrateurs. On ne pouvait pas se limiter à quatre. On a un narrateur Dieu qui est peut-être tu l'as appris, ce narrateur-là, sous le terme de narrateur omniscient. Lui, c'est notre point de vue extérieur. C'est lui qui regarde les filles de son point de vue à lui, mais de façon spéciale, il y a quand même sa personnalité à lui, narrateur Dieu. Donc, c'est comme si ça devenait un peu un personnage dans tout ça. Et il y a Steve, que Julie veut pas que j'appelle Steve, mais moi, je l'appelle amoureusement Steve. Je l'aime bien, mais je vais faire attention parce que Julie, elle aime pas ça. Steve, c'est le barman du saloon. C'est le bar où les filles vont après avoir couru, parce qu'en fait, elles courent tous les mardis, c'est d'où le titre Mardi. Mais c'est plutôt un prétexte pour aller boire un petit peu au bar, le salon, tout de suite après, avec Steve. Donc, la première scène, c'est Steve, le narrateur, et elle s'intitule Le Saloon. Ah oui, c'est notre situation initiale, parce qu'évidemment, hein, on est des profs de français, fait qu'on a inséré là-dedans le schéma narratif. Alors, Steve, le salaud. La lumière dans le bar, style taverne urbaine, éclaire de sa sombre lueur orangée une salle encore vide qui pourrait servir de décor à un vieux Lucky Luke. Certains tabourets sont même encore remontés sur les tables bistrot. À cette heure, c'est toujours désert, et même si le soleil est aveuglant dehors, de l'intérieur, on dirait toujours que c'est la nuit. Le premier client vient d'arriver, laissant entrer avec lui une bouffée d'un air trop chaud pour un début juin. Il retire sa casquette pour s'essuyer le front et replace les poils hirsutes de sa barbe qu'il garde de l'ombre. Ses souliers sont usés, mais ses yeux sont clairs et honnêtes. Il sent encore la cigarette qu'il a pris le temps de fumer dans l'humidité de cette fin de printemps déguisée en été. Heureux qu'on brise enfin ma solitude, j'intensifie la voix de Johnny Cash que j'avais tamisée pendant que je finissais d'essuyer les verres. Un seul client et le bar René s'anime. Salut Joe, je te sers quoi? Je n'aurais même pas été surpris de voir une boule de foin et de poussière rouler derrière Joe. Une pinte de rousse, s'il te plaît, Steve. Je l'aime, ma job. J'aime le festif des soirées et les yeux brillants des filles. J'aime les clients réguliers, ceux qu'on sert avant même qu'ils ne commandent.
J'aime qu'on parle de Bergevin qui devrait donc bien mettre ses culottes et l'échanger avec Harry Price. De Pittsburgh qui va encore gagner les séries à cause de Crosby. De femmes, celles qu'on voudrait bien dans notre lit. D'histoires d'amour qui marchent de moins en moins. Puis de celles plus rares qui sont belles. De la série aussi, des fois. Puis de Trump, qu'on aille. J'aime les complicités d'un soir. J'aime les sourires, les coups qui se déploient pour rire. J'aime bien séduire. Mardi, c'est le soir que je préfère. C'est un soir surprenant. Un soir qui s'annonce tranquille, mais qui l'est rarement. Le soir où mes clientes préférées viennent invariablement boire un verre ou 10 après leur jogging hebdomadaire. J'ai hâte de les voir arriver, elles d'ailleurs. Elles, c'est les filles. Et maintenant, ben, Narrateur Dieu va vous présenter Emma dans une scène qui s'intitule Rage dans un jardin rue des Jonquilles. C'est drôle cette intertitre-là. On dirait vraiment un intertitre à l'eau de rose. Oui. OK, vas-y. Si un passant s'aventurait sur la rue des Jonquilles en ce doux après-midi de juin, il assisterait au spectacle déroutant d'une jeune femme aux cheveux en bataille, mouillée à la racine par la sueur, le visage sale de la terre de son jardin. Elle en avait d'abord arraché rageusement les pissenlits en mousse et s'abandonne maintenant à l'envie burlesque de piocher à grands coups de pied haineux dans les sacs de terreau. Sur le terrain, les corps morts d'une trentaine de pissenlits gisent à travers le cadavre disséminé d'un plant de menthe lacéré à coups de truelle du Dolorama, laissé pour morte, elle aussi, au pied de la clôture de bois où elle avait été violemment catapultée. Si un passant s'aventurait sur la rue des Jonquilles en ce doux après-midi de juin, il serait le spectateur déconcerté d'une jeune femme hystérique à qui il offrirait gratuitement son jugement, on le comprend. En la voyant, il se pardonnerait mieux la fois où il avait balancé volontairement une assiette Ikea sur le plancher de céramique de la cuisine alors que sa femme le questionnait une centième fois sur cette fille si jolie qui avait travaillé avec lui quelques mois. Et il se pardonnerait mieux aussi la fois où il avait propulsé la manette de télévision dans le mur faute d'avoir la capacité de trouver le problème de son récepteur un soir de match des Canadiens en série. Il avait dû ensuite réparer le gyps sous le regard des approbateurs de sa femme qui ne comprenaient pas qu'un sport aussi futile que le hockey puisse soulever autant de passion chez lui, lui qui normalement avait l'émotion plutôt pâle. Il faut être narrateur Dieu pour comprendre. Il faut être narrateur Dieu pour savoir qu'habituellement, Emma arrive à se convaincre que son quotidien la satisfait, que c'est normal qu'un couple vive ses difficultés après la venue d'un enfant. Prochaine narratrice, c'est Emma. Et cette scène-là s'intitule Ma rage. Je ne l'aime plus. Ça fait longtemps que je le sais. Ça fait longtemps que je ne ressens plus à la hauteur. Ça fait longtemps que je meurs. Je m'éteins, je le sais. Chaque jour, je fane un peu plus. Je fadis, m'enlaidis sous le poids de toute ma colère. Je ne l'aime plus, c'est clair. Même que je le déteste. Mais je reste. Et je me déteste parce que je reste. Mais c'est à cause des racines, puis de ma petite fleur, qui grandit, resplendit, qui s'épanouit. Je reste pour son soleil et ses joues rondes de petite fille que je ne peux me convaincre de contraindre à avoir 2 lits, 2 chambres, 2 garde-robes, 2 maisons, 2 familles, 2 vies. Il me semble que c'est elle alors qui fanera. Et je préfère flétrir à sa place, pour la laisser vivre sa vie d'enfant, pour lui laisser ses couleurs encore un temps. Je ne veux pas qu'elle constate sitôt que parfois il y a du gris, que la vie, elle n'est pas toujours jolie. Je voudrais la préserver des intempéries. Je l'aime, elle. Ça compense amplement pour tout ce que je n'aime plus en lui. Et j'ai appris que dans la vie, il fallait faire certains compromis. J'ai appris à me contenter du moins pire à défaut d'avoir mieux, à accepter les mensonges, ceux qui salissent tant, à passer l'éponge maladroitement, à faire une croix sur mes rêves à moi, à oublier un peu qui je suis pour le laisser prendre plus de place, lui. Parce que lui ne discute pas, il prend. J'ai appris à m'effacer parce que je ne suis pas écoutée. Et parfois à crier quand tout déborde, quand j'aurais envie de partir, de décrisser, de me sentir importante pour une fois, de sentir que j'importe plus que pas tant. Et moi qui avais pourtant le bonheur facile et galopant, je t'y ai dit. Parce que mes couleurs déflamboient au détriment d'une colère qui, elle, ne dérougit pas. Elle tempête plutôt dans mon ventre parce qu'elle refuse d'être niée, parce qu'elle ne veut pas se fermer la gueule, elle orage, elle tornade, elle tonnerre. Je la déteste, cette rage de m'empêcher de tourner la page.
Et maintenant qu'on a vu Emma de retour dans son jardin avec narrateur Dieu qui raconte une scène qui s'appelle Les ongles noircis d'Emma. Essoufflées, ses mains se sont calmées la crise de nerfs. Ses pieds se sont arrêtés de rage. Si le passant de tantôt avait été présent, il aurait perdu son envie d'appeler à Robert Gifford pour qu'on vienne interner la folle qui trucide ses sacs de terre. Il serait reparti en ayant une bonne histoire à raconter à Gisèle, comme quoi il y a toujours pire que soi. Emma regarde ses doigts pleins de terre, ses ongles noircis. Elle tourne les yeux vers la maison, petite mais si jolie, qu'ils ont achetée quelques années auparavant. La première que Fred trouvait de son goût après une longue série de visites infructueuses qu'elle organisait souvent sans lui parce qu'il travaillait le soir ou qu'il s'inventait des réunions importantes alors qu'en fait, il jouait à NHL chez ses amis. Cette maison qui a vu les premiers pas de Laura. Cette maison témoin de tout le bonheur de cet enfant, de tout l'amour qu'elle lui porte, mais aussi de toute cette hargne qui s'accumule en elle chaque fois qu'elle découvre un nouveau mensonge de Fred. Et pendant qu'il joue au PlayStation, seul le soir pour ne pas avoir à affronter l'insatisfaction de sa blonde, elle dévisage son bord de lit en se demandant si elle passera tous les soirs de sa vie à se coucher avec autant d'amertume. Emma regarde ses mains pleines de terre, ses ongles noircis. Elle tourne les yeux vers la maison et se demande elle sert à quoi, cette maison, si elle n'est pas remplie du bonheur qu'elle s'était imaginé. Et elle reluque son gazon et se demande il sert à quoi, ce gazon, s'il ne sait que faire pousser des pissenlits et qu'il ne la voit pas courir aussi légèrement qu'elle l'aurait désiré. Et elle se réprimande. Elle n'a rien compris. Elle pensait que c'était ça, la maison, le gazon et le lit. Elle pensait que c'était ça qui ferait naître le bonheur qu'elle ne trouvait pas avec Fred. Mais visiblement, elle n'a rien compris. Elle garoche le sarcloir qui traîne à côté de ses mains aux ongles noircis. C'est son amie au fond qui a raison. Jessie n'a rien, elle. Pas de maison, pas de gazon, pas de déception. C'est un beau proverbe, ça, Julie, hein? Pas de maison, pas de gazon, pas de déception. C'est tout pour la première lecture. En fait, la prochaine, on va découvrir Jessie. Le prochain intertitre, c'est Jessie, ma vie, my life. À la prochaine, téléspectateurs confinés. Oh non, regarde, à la prochaine. On va aller popper de champagne. Bye!